Bonjour à tous, on se retrouve dans Combat Futur, au pluriel, le podcast de son commandement. Ce jour, jeu de guerre of If You Prefer Wargame, on se moquait encore il y a peu et voilà que cela est mis à toutes les sauces. Faisons le point avec le commandant Antoine Bourguillot. Bonjour mon commandant. Bonjour. Vous êtes le référent, vous êtes le créateur au sein de la cellule Wargame du commandement du combat futur. Mon commandant, mais comment en êtes-vous arrivé là ? Si vous saviez. Je suis effectivement en charge donc, de la cellule Wargame du CCF. Je suis officier commissionné après avoir passé plusieurs années dans la réserve opérationnelle au bureau études et enseignements de l'école de Guerre-Terre. Avant cela, et je continue d'ailleurs, je suis historien, chercheur. Je travaille sur l'histoire des jeux de guerre et leur utilisation par les armées. Et c'est comme cela que j'ai été en quelque sorte rattrapé par la patrouille, comme on dit, puisque, pour le dire simplement, j'ai publié il y a 2 ans un ouvrage qui s'appelle, maintenant 3 ans, Jouer la guerre, histoire du wargame, qui se voulait à la fois un état des lieux de ce que c'était que le jeu de guerre, l'expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais aussi qui se terminait quand même en forme de plaidoyer pour que les armées l'emploient. Et j'ai eu la chance que, précisément, l'armée de terre me contacte, en l'occurrence par le biais de l'école de Guerre-Terre, et me disent « Écoute, tu as l'air d'avoir d'excellentes idées sur la manière dont on pourrait utiliser les jeux de guerre, et tu vas nous montrer tout ça. » Et donc évidemment, c'est le genre de proposition qu'on ne peut pas refuser, comme dirait l'autre. Alors, un historien, mon Dieu, on va faire avec. Quelles sont les origines de ces jeux de simulation ? Alors, on pourrait évidemment remonter à très loin. On a trouvé des dés dans des tombes de soldats romains pour montrer que le jeu et la guerre, finalement, sont des mots qui peuvent aller bien ensemble, contrairement à Michel et Mabel, ou comme elle, pareil, comme le disaient les Beatles. Plus sérieusement, le jeu de guerre comme outil de travail pour des militaires, on fixe son apparition, et c'est commode pour nous évidemment cette année, à 1824, c'est-à-dire il y a précisément 200 ans. C'est-à-dire l'année dans laquelle les jeux de guerre ont été introduits auprès de l'état-major de l'armée prussienne. Il faut savoir que ces jeux de guerre, en fait, des jeux de guerre, il y en a eu avant, notamment qui s'inspiraient beaucoup des échecs, mais celui-ci est très familier des militaires, puisque en l'occurrence, c'est un jeu de guerre qui utilise une carte avec des courbes de niveau, des représentations, des unités qui utilisent une symbologie qui n'est pas encore la symbologie de l'OTAN, mais qui néanmoins, et on a déjà des petits rectangles avec des barres transversales ou en diagonale, et puis des éléments de couleur. Et en fait, l'objectif de ce jeu, c'était de permettre à des officiers supérieurs, c'est-à-dire ceux qui sont en charge de mener les opérations, d'avoir un outil pour répéter. Le soldat, lui, ma foi, il s'entraîne à manœuvrer, à passer de la ligne à la colonne, à faire des feux d'infanterie, à charger quand il est cavalier, à pointer quand il est artilleur. Tout le monde répète son métier au début du 19e siècle. Les seuls qui ne répètent pas leur métier et qui n'ont pas l'occasion de s'entraîner, ce sont ceux qui sont chargés de diriger les opérations. À l'époque, le seul outil qui est à leur disposition, si je puis dire, c'est, on leur demande de lire des grands traités de stratégie, de lire des grands auteurs, de lire des récits de bataille, ce qui est intéressant, mais qui, malheureusement, peut avoir aussi à peu près la même vertu pédagogique que la diffusion de 45 slides d'un PPT en amphithéâtre, c'est-à-dire quelque chose qui peut devenir assez rapidement rébarbatif et surtout sans application pratique. Alors justement, ces jeux de simulation, à qui s'adresse-t-il réellement au sein de l'armée de terre ? Alors, au sein de l'armée de terre, j'ai envie de dire, il s'adresse à tout le monde, du militaire du rang jusqu'au CEMAT. Parce qu'en fait, il existe différents types de jeux, chacun étant évidemment adapté à l'échelle et à l'échelon qu'on entend utiliser pour la représentation. Si par exemple, j'entends, ce qui est le cas par exemple des jeux que nous utilisons et que nous avons créés, qui s'appelle Duel Tactique, qui est le jeu qui a été créé à l'école de Guerre-Terre, avec les stagiaires de l'école de Guerre-Terre, et qui s'appuie sur la doctrine de l'armée de terre. Là, on est au niveau de la brigade et de la division, le pion de base étant le groupement tactique interarmes, le GTIA, un bataillon.
Si par contre on veut monter, donc aller à un niveau plus élevé, eh bien le pion de base considéré sera évidemment plus gros, ça sera peut-être une brigade. Si on veut descendre, le pion de base va évidemment baisser lui aussi, le pion de base sera peut-être une compagnie ou un groupe de combat ou une section. Sans parler du fait, évidemment, qu'on peut aussi faire des jeux de guerre pour des spécialités, c'est-à-dire on peut avoir des jeux de guerre qui soient spécifiquement dédiés à la LAT, donc à l'aviation légère de l'armée de terre, ou des jeux de guerre qui tenteraient de simuler des problématiques propres au génie, par exemple, le franchissement, le déminage. Donc, en fait, absolument tout le monde est concerné parce que cet outil, il a pour objectif premier de mettre des gens autour d'une table pour qu'ils se parlent, et pour qu'ils parlent de ce qu'ils savent faire, et pour interroger les pratiques de leurs voisins. Tiens, je fais ceci, comment on le fait, on m'a donné cette mission, voilà comment je vais la remplir dans le jeu. Le voisin peut dire, ah, bah, moi je n'ai pas la même interprétation que toi de cette mission, ou je ne la conduirai pas de la même manière. Et là, on a un échange tactique et doctrinal. Et surtout, et là c'est la chose la plus importante peut-être, un jeu c'est une modélisation. J'enfonce une porte ouverte, tous les modèles sont faux. Hein, le premier modèle faux sur lequel pourtant tout le monde travaille, ce sont les cartes. Il ne vous aura pas échappé que le monde n'est pas rectangulaire et n'a pas de bords. Or, ça n'empêche personne d'utiliser des cartes d'état-major qui, effectivement, sont des représentations en 2 dimensions d'une réalité en 3. Et qui n'est pas bornée par, effectivement, les côtés de la carte. Donc, en fait, la question n'est pas de savoir si l'outil est faux, il l'est. La question est de savoir s'il est faux au point d'être inutile. Une carte sur laquelle les éléments de terrain ne sont pas bien indiqués est une carte inutile. Un jeu qui ne prendrait pas en compte le bon niveau, par exemple, dans le jeu me place comme commandant d'une division, si je dois gérer des groupes de combat, le jeu n'est pas convenable parce que je ne suis pas en train de gérer des unités qui sont de mon niveau. Et donc du coup, il y a plein de biais potentiels, évidemment, mais le jeu s'adresse à tout le monde parce que on l'a montré, on utilise le jeu à l'école de Garter. Récemment, j'étais à Belfort avec le 35e régiment d'infanterie. Pour le coup, on a fait travailler des chefs de compagnie avec leurs subordonnés pour travailler un jeu sur une bataille de la guerre de 1870-71, celle de Villars-Sexel. Et le jeu a vraiment montré son intérêt dans son utilisation au sein d'un régiment pour faire travailler ensemble, échanger, discuter. Parfois des gens d'ailleurs qui en plus n'ont pas si souvent que ça l'occasion en fait d'être ensemble et de travailler et de réfléchir ensemble. Vous parliez d'espace collaboratif, est-ce que vos jeux, vous les imaginez amis ou amis-ennemis ? Alors, très bonne question. Ça peut être tout. On a des types de jeux, on utilise par exemple des jeux dans lesquels on joue contre le système. Voilà. Récemment, nous avons fait des formations, la première action de formation au sein du commandement du combat futur pour des officiers de l'armée de terre. Et nous avons utilisé un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Battle for Ramadi, qui est un jeu qui représente en fait les opérations des Irakiens pour reprendre la ville de Ramadi à Daesh en décembre 2015. On joue en fait tous ensemble contre le système, et au fur et à mesure où on rentre dans des cases, on découvre, entre guillemets, l'opposition, l'objectif étant de s'emparer des bâtiments au centre de la ville. Donc on peut jouer tout à fait avec un seul camp. En général, on privilégie plutôt un jeu de type double action, c'est-à-dire où une équipe en affronte une autre et chacune essaye de l'emporter. Alors sinon, est-ce qu'il y a une différence entre le wargame français et celui d'autres nations ? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, notamment, les jeux de guerre sont une pratique récente dans les armées françaises. Et alors, effectivement, pour le coup, l'armée de terre est assez en pointe dans ce domaine. Dans les autres armées, notamment chez les Alliés, effectivement, alors chez les Anglo-Saxons, on est très en avance sur plein de sujets. Moins qu'on le pense, moins qu'on le dit souvent. Ils sont effectivement en avance, mais ils rencontrent finalement parfois aussi les mêmes réticences dont on va peut-être parler. Je crois qu'il y a une différence fondamentale, en tout cas, pour ce qui concerne l'armée de terre, et j'en sais quelque chose puisque je suis effectivement un petit peu au cœur du déploiement de ces dispositifs, c'est que l'armée de terre utilise la plupart du temps des jeux qui sont fabriqués en interne, c'est-à-dire qui s'appuient sur ses savoir-faire.
Duel Tactique, qui est donc un jeu qui a été créé dans ces murs, hein, dans les murs de l'école militaire et de l'école de guerre terre, est un jeu qui s'appuie donc sur la doctrine de l'armée de terre et qui a pour objectif de simuler le combat aéroterrestre dans toute sa complexité. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur les savoir-faire et les connaissances des stagiaires de l'école de guerre terre. Quand on a la chance de travailler avec des stagiaires de l'école de guerre terre, on a l'occasion de travailler avec une centaine d'officiers supérieurs qui viennent de toutes les armes. Et donc, du coup, qui ont une expertise dans le domaine de l'utilisation de la latte, du génie, de la cavalerie, de l'artillerie, de la maintenance, etc. Et donc, dès qu'on a une question sur la manière dont on pourrait représenter cela dans le jeu, eh bien, on a immédiatement 4, 5, 10 stagiaires disponibles pour nous aider. Donc, c'est vraiment ultra intéressant pour nous d'avoir cette approche-là, parce que ça nous permet surtout de faire des jeux qui correspondent à nos besoins. Et pour faire ces jeux, quel est le temps de conception de ces jeux? Et est-ce que vous arrivez à en faire quelque chose de facilement évolutif? Je vais vous faire une réponse un peu mi-figue, mi-raisin, mais ça dépend. Duel Tactique est un jeu qui a été développé pendant pratiquement 3 ans et qui a pour objectif d'utiliser un système de règles vivantes, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'au fur et à mesure, tous les ans, on puisse produire des nouvelles règles et une nouvelle version du jeu qui soit améliorée et qui aille toujours, parce que ça c'est quelque chose qui est pour moi central, vers plus de simplicité. C'est toujours facile de complexifier un jeu, c'est plus difficile d'être synthétique. D'autres jeux, par exemple, j'ai fait un jeu l'été dernier, juste avant le départ de l'école de guerre terre pour l'Italie, pour ce qu'on appelle un exercice historique de terrain autour de Cassino. Un jeu a été conçu donc, sur les tentatives de percement de la ligne Gustave en janvier 1944, et au même moment, il y a le débarquement à Anzio et Nettuno qui est effectué par les Américains et les Britanniques. L'objectif de ce jeu était de permettre à des stagiaires de se familiariser avec l'ordre de bataille, avec le terrain, avec ses enjeux, et aussi de faire un peu d'histoire évidemment, et par le biais d'un petit exercice tactique. Voilà, le jeu a été conçu assez rapidement, s'inspirant d'un jeu qui était déjà existant. Les règles sont assez courtes, donc du coup là pour le coup le jeu a été développé de manière extrêmement rapide. Duel Tactique ayant pour mission et surtout pour objectif final de pouvoir être utilisé absolument partout, et notamment dans les écoles d'état-major, dans les écoles d'application et dans les écoles d'armes. On a voulu avoir un jeu qui soit entre guillemets plus réaliste et qui donc prend plus de temps à développer. Et comment la communauté militaire a réagi à ces jeux? Est-ce qu'il y a eu une sorte de réticence tout de même? Il ne vous échappera pas que, évidemment, le jeu peut paraître pour certains puéril, et donc du coup une perte de temps. Les gens se disent non mais voilà, quand on est un officier ou même un sous-officier ou un militaire du rang, on n'a pas de temps à perdre à jouer. La guerre c'est quelque chose de sérieux, le jeu ce n'est pas sérieux. D'où d'ailleurs la naissance de ce mot qu'on utilise beaucoup qui est serious games pour essayer justement de détourner cette idée que les jeux ne serviraient à rien et ne seraient pas sérieux. Donc oui, il y a des réticences bien sûr. J'ai envie de dire que au moins pour la partie que je connais le mieux, c'est-à-dire celle de l'armée de terre, ces réticences, elles sont très largement tombées. Tout simplement parce que eh bien, des personnes qui pouvaient être réticentes à l'utilisation des jeux dans un cadre professionnel ont fait quelque chose de tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont venus assister à des parties. Et le fait de voir se dérouler une partie, d'entendre des officiers discuter, parler de tactique, de parler de doctrine, parfois se disputer sur tel ou tel point de la règle, mais encore une fois, quand on est un officier et qu'on discute d'un point de la règle, il arrive qu'on le fasse parce qu'on est mauvais joueur ou mauvais perdant. Mais dans la majorité des cas, on le fait parce que votre expérience, votre formation vous incline à penser que tel aspect de la règle n'est pas convenablement représenté. Et le fait d'utiliser un jeu, c'est-à-dire une modélisation, donc avec des règles précises de représentation de telle chose, permet une discussion intéressante dans le sens où quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la représentation qui est faite du jeu, vous pouvez très facilement lui dire, et c'est ce que nous faisons, tu n'es pas d'accord avec la représentation de cet aspect du jeu, très bien, tu vois comment fonctionne le jeu, comment représenterais-tu, toi, ce que tu es, ce que tu regrettes, ce dont tu regrettes l'absence, ou ce que tu aimerais voir figurer. Et là, on a une discussion, parce qu'en fait, on demande aux gens non pas d'exprimer un avis un peu vaporeux, mais quelque chose d'extrêmement concret, puisqu'il s'agit de modéliser un effet ou une action.
Et alors, pour terminer cette interview, mon commandant, qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir du serious game? Est-ce qu'il va y avoir une révolution? Alors, une révolution, je n'en sais rien, mais j'en profite quand même pour dire quelque chose d'intéressant et votre question m'y fait penser. Il y a souvent eu, parmi les réticences à l'utilisation des jeux, l'idée qu'il était absolument ridicule d'utiliser des jeux pour prédire l'avenir. C'était tout à fait exact. L'objectif de l'utilisation des jeux dans un cadre professionnel et dans celui des armées n'est évidemment pas de jouer les Madame Irma et de prédire l'avenir. Personne ne peut le prédire. Un brillant concepteur de jeux, qui a d'ailleurs reçu des prix pour cela, mais parce qu'il est économiste, c'est Thomas Schelling, a dit « Personne ne peut dresser la liste de ce qui ne peut pas arriver ». Et je trouve que c'est une excellente manière de voir les choses. Donc en fait, le jeu, ça ne permet pas de prédire l'avenir. Jouer, ça permet d'échanger, ça permet d'expérimenter, ça permet d'échouer sans risque. Voilà, personne n'est mort quand on a perdu une partie de Wargame. Et ça permet surtout, quand on utilise le jeu dans un cadre, par exemple, d'appui aux opérations, d'identifier des problèmes. Pour le dire simplement, un jeu ne répondra jamais à vos questions. Un jeu va vous poser des questions. Et j'enfonce encore et une dernière fois pour le coup une porte ouverte, vous ne pouvez pas répondre à une question que vous ne vous posez pas. Merci commandant Bourguillot d'avoir expliqué les règles du jeu justement, et je ne sais si un coup de dé abolira le hasard, mais sans nul doute nous nous retrouverons dans le prochain épisode.